Madame, monsieur, bonjour, bienvenue ici dans la principauté de Monaco dans un décor féerique pour le 6e rendez-vous de la saison. Mon cher Thibaut, bonjour, on va vous retrouver un peu partout dans le paddock, mais en fait vous étiez venu ici à Monaco il n'y a pas très longtemps. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. J'étais venu pour la formation des commissaires de piste qu'on reverra justement dans Warm-Up, la formation des 650 commissaires. C'était début avril et à ce moment il y avait déjà une bonne partie des 21 km de rail, c'était déjà impressionnant. Ils n'étaient pas encore là ici, mais déjà dans la montée, il y avait aussi des tribunes, donc déjà bien avancé. Ça a pris 2 mois aussi parce qu'il y avait le Grand Prix historique il y a 15 jours. Ça prendra quasi autant de temps à démonter, donc c'est vraiment un défi logistique. Et alors ce qui est impressionnant, c'est tous ces camions, tous ces hospitalities, ça fait vraiment jeu de Lego et c'est vraiment un défi logistique. Alors comme d'habitude, on va commencer par remuer les archives et on va s'intéresser à la dernière victoire d'un pilote français. C'était ici en 1996, Olivier Panis sur une Ligier moteur Mugen. Panis s'était élancé 14e, Schumacher était en pôle avec sa Ferrari. Il n'avait plus avant la course. Panis était parti avec beaucoup d'essence, un des premiers à chausser les pneus slick. Une véritable course par élimination que 4 voitures à l'arrivée. Tout juste au niveau carburant pour Panis à l'arrivée. On raconte même qu'il n'était pas parvenu à faire redémarrer sa voiture après le podium. Coulthard était 2e, Herbert 3e. 12e victoire d'un pilote français en F1. Et vendredi soir, ici au casino, eh bien, on a célébrer ce 20e anniversaire de la victoire d'Olivier Panis avec la voiture d'époque en présence de monsieur Honda. Pas mal d'émotions et pour vous dans Warm-Up, quelques mots d'Olivier Panis. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans quoi. Mais 20 ans c'est très loin, c'est très loin. Mais bon, d'un autre côté c'est sympa que les gens s'en rappellent, c'est sympa qu'autour de cette victoire il y a eu une vraie histoire. Donc voilà, je suis content pour ça. Maintenant, il faut que la nouvelle garde arrive et le nouveau Français gagne des Grands Prix. En quoi cette victoire à Monaco a changé la vie d'Olivier Panis ? Elle a changé par, bien sûr, la victoire elle-même, par la crédibilité que tu peux avoir après dans le paddock. Et puis pour le futur de ma carrière, ça a changé évidemment beaucoup de choses. Spécificité de la principauté, beaucoup de pilotes habitent ici. C'est un peu une course à la maison, comme pour Nico Rosberg, qui a d'ailleurs emmené le prince Albert en balade. Le souverain amateur de belle mécanique n'a pas été déçu. Le carrosse du jour, une Mercedes 300 SL de 1955. Moment particulier pour Rosberg, triple vainqueur ici, est toujours marqué par ce Grand Prix à domicile. C'est spécial, oui, c'est sûr. C'est l'appréhension de rouler sur les routes ici chez moi. Avec la grosse rapidité là entre les murs et tout ça, c'est toujours un spectacle. J'espère surtout que dimanche soir, je pourrai rentrer dans mon appartement avec une bouteille de champagne, que je pourrai m'affaler dans mon divan avec. C'est vrai que c'est bizarre de dormir chez soi dans son lit pendant une semaine de course, mais c'est chouette. J'habite ici maintenant, mais même si ce n'était pas le cas, cette course aurait toujours son côté si différent et si spécial. C'est toujours un privilège de rouler ici. Traditionnel rendez-vous monégasque, le match de foot. Anciens joueurs et autres célébrités affrontent l'équipe des pilotes. Victoire finale de la F1, 3-1 et 2 buts de Fernando Alonso. On joue avec des amis de temps en temps et il m'arrive de marquer des buts, mais mes goals ne passent pas à la télévision d'habitude. Maintenant que je prends de l'âge, que je vieillis, il faut que je mise tout sur les coups francs pour marquer. McLaren qui à Monaco souffle ses 50 bougies. L'écurie célèbre son demi-siècle en F1. De quoi se remémorer les grands débuts de Bruce McLaren le 22 mai 1966 dans les rues de la Principauté. Un petit film retrace également les grands moments des McLaren et nous montre les pilotes qui se sont succédés à leur volant. McLaren qui petit à petit progresse. Alonso, top 10 en Russie, Q3 à Barcelone, Button 2 fois dans les points de suite. L'écurie sait que les rues de Monaco pourraient lui convenir, mais Alonso préfère ne pas s'avancer. La Formule 1 n'est pas une science exacte en temps normal. C'est donc difficile de prédire ce qui va se passer en course. Mettons d'abord la voiture en piste et voyons à quel point nous pouvons être compétitifs ou non. Je serais déjà heureux si nous arrivions encore à placer nos 2 voitures en Q3 le samedi et dans les points le dimanche. À quel point serons-nous dans le coup? C'est difficile à dire. L'an passé, nous avions aussi de grandes ambitions ici parce que la puissance du moteur joue un rôle moins important que d'habitude, mais nous nous étions retrouvés en 10e, 11e place. Les autres équipes se débrouillent aussi plutôt bien ici. Je m'attends à voir des Mercedes très fortes, des Red Bull très fortes. Les Ferrari aussi seront compétitives. J'espère qu'on pourra se retrouver quelque part au milieu de tout ça.
Ce week-end, pas de Stoffel Vandoorne dans le paddock. Le Belge est au Japon pour la Super Formula, mais on entend tout de même parler de notre pilote. McLaren et Ron Dennis précisant dans un communiqué que Stoffel n'est pas à vendre. Stoffel aujourd'hui c'est un futur talent, donc effectivement il fait partie de l'équipe McLaren. On n'a pas l'intention forcément de le laisser partir, donc tant qu'on n'a pas encore ouvert les débats, les discussions, donc on n'aura pas de commentaires à faire sur le line-up de l'année prochaine. Quand on voit Max Verstappen et ce qu'il a réalisé, on se dit qu'il se passe peut-être quelque chose en F1, qu'il y a une génération qui visiblement est prête pour faire le job. On l'a vu avec Stoffel déjà, à Bahreïn il a fait un week-end parfait, sans faute. Max qui est arrivé en F1 l'année dernière, qui a eu une opportunité, il l'a saisie. Donc je crois qu'effectivement il y a une génération de pilotes aujourd'hui qui est prêt à monter. Monaco et une pensée aussi pour Jules Bianchi, le Français avait marqué ses seuls points et ceux de Marussia dans la Principauté. Romain Grosjean lui rend hommage avec une décoration de casque spécial pour ce week-end. Ouais, effectivement, Jules est toujours présent sur mon casque avec le hashtag JB17. Là, ce week-end, je voulais faire quelque chose de plus fort parce qu'il avait fait une course absolument extraordinaire en 2014. J'aimerais qu'il soit là et qu'on n'aille pas à porter les couleurs de son casque sur la piste. Mais malheureusement, voilà, j'ai envie qu'il reste avec nous, qu'il soit là, qu'il soit entre guillemets dans la course. Et c'est pour ça que j'ai le design de Jules à l'arrière de mon casque. Il y a de nombreuses manières de vivre le Grand Prix de Monaco. Thibaut Rinchon va vous en proposer l'une ou l'autre. Vous êtes où, Thibaut? Alors Gaëtan, voilà, moi j'ai trouvé ma place sur la colline avec une vue imprenable, avec mes accessoires de supporters. J'ai une très bonne place. Il y a toutes les nationalités ici. Il y a aussi des dames, des femmes. Alors pourquoi est-ce que vous choisissez de venir ici? Surtout pour l'ambiance et la vue en fait est super d'ici parce qu'on a donc le virage d'Arascas, on a le grand écran, on a l'entrée des pits, on a la traversée des pilotes aussi. On a la chance d'avoir un anglais qui est un peu fou, donc avec son mégaphone qui interpelle les pilotes et du coup ils nous font des signes, donc c'est surtout pour l'ambiance aussi ici qui est vraiment super. Sur ce rocher, on retrouve bien souvent les plus fervents supporters des prix démocratiques, 75 € le dimanche. Certains viennent ici depuis plus de 15 ans et sont connus pour mettre l'ambiance. Moi, ça fait 16 ans que je viens ici. C'est la meilleure vue que vous pouvez avoir sur tout le circuit. On voit beaucoup plus de choses ici que dans les tribunes. Tous ces gens, ils viennent de partout dans le monde, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne. Ils viennent vraiment de partout. Chaque année, on se retrouve ici et on passe de très bons moments tous ensemble. Alors on l'a vu, pour suivre le Grand Prix, il y a la solution la moins chère là-bas sur le rocher, et puis à l'autre extrême il y a les terrasses très répandues autour du circuit. Elles sont louées par des agences et dans ces agences il y a celle de Jean-Pierre Jarrier, ancien pilote. Il a été le premier à louer des terrasses sur Monaco. Pour une raison simple, c'est que sur une terrasse vous voyez plusieurs virages, vous avez vos amis entre vous, vous pouvez déjeuner, regarder le Grand Prix, très bien le voir. Sur la terrasse de celui que certains appelaient Godasse de plomb durant sa carrière, rencontre avec Didier Defourny et son fils Max. Le jeune pilote belge roule à Monaco en Renault 2.0 et espère plus tard suivre les traces d'un certain Stoffel Vandoorne. Le chemin encore reste très long. Maintenant, c'est le premier Belge à regagner une manche de Rock Cup après Stoffel. Donc voilà, on va croiser les doigts. On va voir ce qu'il va faire ici ce week-end. Et il a un bon potentiel, une bonne carte à jouer. Et on croisera les doigts. Oui, c'est fantastique de pouvoir venir rouler ici. Enfin, maintenant, il va falloir essayer de faire le mieux possible. Mais c'est vraiment une opportunité extraordinaire de pouvoir venir rouler ici parmi les meilleurs. Sous le soleil de Monaco, un homme bien plus attendu que les autres. Max Verstappen, vainqueur en Espagne, le plus jeune lauréat de l'histoire, mais le prodige, comme le décrivent certains, reste toujours aussi calme par rapport à ce nouveau succès. Oui, c'est vrai, je suis très content, bien sûr. Ce succès m'a donné beaucoup de confiance, mais je dois encore continuer à mieux comprendre les subtilités de la voiture. Mais c'est vrai, c'était un bon début, un très bon début même. Mais ici à Monaco, on va essayer d'éviter les erreurs commises l'an passé. On va s'y prendre calmement et tenter de gagner de la confiance dans la voiture au fil du week-end. On verra bien. Max en est très bien tiré en Espagne. Il a prouvé qu'il était rapide et qu'il pouvait gérer la pression qui est bien là quand on est sur le point de gagner un Grand Prix. C'est un beau défi pour moi. Je ne vais pas changer mon approche, mais c'est sûr que je n'hésiterai pas à aller flirter encore un peu plus que d'habitude avec les limites de la voiture. Et je trouve ça plutôt cool. Quelles ont été les réactions aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique, puisque votre mère est belge?
Tout le monde était très content, évidemment. Ma mère a dû donner beaucoup d'interviews de son côté, en Belgique aussi. C'est incroyable, évidemment, remporter un Grand Prix en étant si jeune, c'est super. Nouveau succès, nouveau statut aussi pour Verstappen qui, à 18 ans, a battu de 3 années le record de précocité de Vettel. Ça ne me dérange pas, pour être honnête avec vous. Dans ce cas-ci, c'est assez facile à accepter. Il a réalisé un boulot fantastique et on peut lui donner encore plus de crédit que ce qu'on pouvait imaginer. Il est monté dans une nouvelle voiture, il a réalisé un week-end solide et en apothéose, il en sort dans la peau du vainqueur de la course. Je pense que ça résume tout. On ne réalise pas à quel point il mérite du crédit. Carlos Sainz, ancien équipier du belgo-néerlandais, avait déjà l'habitude d'un Verstappen plus médiatisé que lui, mais le jeune espagnol ne s'en préoccupe pas vraiment. C'est vrai, j'ai dû vivre avec ça depuis que je suis arrivé en Formule 1. Il y a eu énormément d'attention autour de Max en raison de son âge, etc. Mais je pense que les gens importants, ceux qui comprennent comment ça marche en F1, mes patrons chez Red Bull par exemple, ils savent parfaitement ce dont je suis capable et c'est tout ce qui les intéresse. Ils ne se soucient pas de ce qui se dit dans la presse, ils analysent les résultats et ils savent depuis le début ce dont je suis capable. Je pense que ce que j'ai réalisé à Barcelone ne les surprend pas du tout, ils savaient que j'en étais capable. Retour dans la pit lane de Monaco où on va parler des Red Bull, on va parler des Ferrari, les rouges qui sont de plus en plus mis sous pression par Ricciardo et Verstappen. Ferrari n'a plus gagné à Monaco depuis 2001. Raikkonen 2e et Vettel 3e en Espagne ont limité la casse il y a 15 jours, mais cela ne masque pas un clan Ferrari tendu, obligé aussi de réagir de manière générale, car derrière, les autres n'attendent pas, les autres et surtout Red Bull. La victoire de Verstappen prouve que l'écurie autrichienne prend petit à petit le dessus sur le cheval cabré. Je pense qu'on se dirige clairement dans la bonne direction. Ici, nous pouvons être la deuxième meilleure équipe. Je pense qu'on peut être plus rapide que Ferrari sur ce circuit. Je l'espère en tout cas. Avec ce que nous offre le nouveau moteur, ça n'a rien d'utopique. Dans le paddock, un autre sujet de discussion, bien sûr, l'accrochage du premier tour en Espagne entre Rosberg et Hamilton. Les deux hommes ont parlé, mûri aussi ces dernières années. Je pense que nous avons beaucoup mûri avec tous les hauts et les bas que nous avons connus ces dernières années. On ne peut bien entendu pas affirmer que plus aucun incident ne se produira à l'avenir, mais je crois que nous avons très bien géré ça. En public, mais aussi entre nous en coulisses. Je pense que c'est un signe de maturité. Je l'espère en tout cas, l'avenir nous le dira. Si ça serait pas pour vous 30 personnes ici, moi j'y parlerai même plus. Mais là, il faut que je parle pendant des heures juste sur ça. Donc ça fait un peu plus compliqué la chose. Mais c'est fait partie du métier. Hein. Je dois vous répondre et je veux vous répondre pour donner à vous à la maison un peu des trucs intéressants à voir et à discuter. C'est juste pour ça qu'on fait les médias à la fin. Donc, et je suis conscient de ça, donc je fais un effort. Mais bon, après que je finis cette interview, je ne vais plus y penser. Nico Rosberg veut gagner comme l'année passée. Pour Hamilton, il y a une revanche à prendre après l'erreur stratégique de l'an dernier. Le Britannique était repassé une fois de trop par les stands. J'aurais dû gagner, mais cela n'a pas été le cas. Mais je pense que cela nous a appris des choses en tant qu'équipe. Et il est certain qu'on aura ce souvenir en tête si nous nous retrouvons dans la même situation ce week-end. Jeudi, lors des premiers tours de roue, nombreux sont ceux qui se laissent surprendre par une piste qui ne délivre pas encore tout son grip. Sortie, accro aussi, la catastrophe était proche avec ce morceau de plaque d'égout détaché par la monoplace de Rosberg et qui aurait pu heurter la tête de Button. Qui dit Monaco dit commissaire de piste hors pair. Ces 650 hommes et femmes sont considérés comme les meilleurs au monde. Début avril, nous avions suivi Gaëtan Garcia lors de sa formation. Le voilà aujourd'hui au cœur de l'action entre Porsche Cup, GP2 et surtout Formule 1. Maintenant, on est en situation véritablement de stress, si vous voulez. Là, il y a vraiment la voiture, il y a vraiment le pilote, il y a vraiment vos collègues qui interviennent. Et c'est plus un simple exemple, un simple entraînement qu'on nous faisait pendant les 2 jours. Là, c'est vraiment totalement différent, même si les choses qu'on a à faire sont les mêmes que ce qu'on a fait lors de la formation. Des frissons quand les feux rouges vont s'éteindre ? Obligatoirement, bien sûr. C'est le moment. À partir du moment où vous savez que vous êtes pris en tant que commissaire, c'est le moment que vous attendez durant près d'1 mois et demi. Donc ouais, là, j'ai vraiment hâte d'être à dimanche 14h, effectivement.
Des commissaires dirigés depuis ici. Une tour de contrôle flambant neuve, 530 tonnes, plus de 1500 mètres carrés. Bureau, espace événementiel, mais surtout direction de course, le centre névralgique du Grand Prix, avec d'ailleurs un visage bien connu, celui de Marc Duhet. C'est ici que toutes les décisions sont prises. D'un côté, contrôle de la course et des postes de commissaires, de l'autre, directive pour les pompiers et ambulances. Le vendredi, pas de F1 sur le circuit, mais les pilotes ne chôment pas pour autant. Présentation d'une nouvelle voiture, par exemple chez Renault, l'occasion d'évoquer le projet à long terme du constructeur. Pour Alain Prost, la réussite des Red Bull propulsés par des moteurs Renault doit être un boost pour l'équipe de Palmer et Magnussen. C'est très positif. Parce que déjà pour tous les gens de Viry-Châtillon qui ont travaillé et qui ont eu quand même 2 années passées très compliquées en termes d'image, des bagarres avec Red Bull, donc montrer que, voilà, que le moteur aujourd'hui marche vraiment très bien, ça c'est extrêmement positif pour toute l'équipe Renault, même si c'est Red Bull qui en profite en premier. Promotion d'un côté, animation aussi sur le yacht Force India, duel un peu particulier pour Sergio Pérez et Nico Hülkenberg. Les deux pilotes se sont volontiers prêtés au jeu avant de passer à l'avant du bateau pour quelques interviews. Mondanité encore, mais le soir, cette fois, plus sérieux, défilé des pilotes et ventes aux enchères pour la bonne cause, le tout est reversé à une œuvre de charité. Avant la qualification, toujours, un visage bien connu dans le paddock comme dans le passé, Flavio Briatore en pleine discussion avec Bernie Ecclestone. Autre personnalité présente, l'entraîneur de Leicester, champion d'Angleterre de football, également de passage dans le paddock monégasque. Place ensuite à la qualification et au panache de fumée de Nasser. Pas un tour pour le Brésilien, moteur cassé. Accro aussi du côté de Verstappen, sortie de piste pour le vainqueur du Grand Prix d'Espagne, 21e sur la grille. Je me sentais assez bien dès mon premier tour lancé. Je me suis senti bien plus en confiance que depuis le début du week-end. L'équilibre de la voiture était bien meilleur et ça s'est vu dans le deuxième secteur où j'étais 2 ou 3 dixièmes plus rapide que d'habitude. Tout semblait bien se dérouler et puis dans la chicane, j'ai peut-être un peu sous-estimé le grip que j'avais. J'ai tourné un peu trop tôt et voilà, ça s'est mal passé pour moi. En Q2, une déception, les Williams, Bottas 11e, passe à 14. Avec un dixième de moi, vous êtes 3 ou 4 places devant. C'est vraiment dommage pour moi de ne pas être dans ces 3 ou 4 positions. Mais la course, c'est ce dimanche. On sait que ce ne sera pas facile, mais on va essayer de faire de notre mieux. Dans la dernière partie de la séance, Alonso, deuxième fois de suite en Q3 où l'on retrouve aussi les deux Toro Rosso et les deux Force India, mais les sentiments sont partagés d'un côté et de l'autre. Je ne suis pas heureux du tout. Une nouvelle fois, je ne sais pas ce qui s'est passé en Q3. On avait énormément de potentiel en qualif. On aurait pu rentrer dans le top 5 avec tous les problèmes que les leaders ont rencontrés, mais on n'en a pas profité. Il faut qu'on trouve une solution parce que le potentiel, on l'a, mais on n'utilise pas. On a abandonné des dixièmes dans le dernier secteur. Je ne sais pas trop pourquoi. Mon tour avait l'air bien et dans les 3 derniers virages, j'ai perdu une demi-seconde. C'est énorme. La voiture est devenue inconduisible. La voiture a clairement fait un énorme pas en avant à Barcelone et on sait que ce type de circuit avec plus de virages lents convient bien mieux à notre voiture que le tracé de Barcelone où ce sont essentiellement des virages rapides. C'est bien, mais la plus grosse partie du travail reste à réaliser ce dimanche. On doit se concentrer là-dessus et ça pourrait être très piégeux au vu des prévisions météo. Mais bon, on prend ce qui vient et on va essayer de faire une bonne course. Alors on va évoquer à présent les avant-postes, Gaëtan, avec Ferrari qui était déjà sous pression et c'est encore la soupe à la grimace chez les rouges. Ah oui, Raikkonen 6e qui écope d'une pénalité de 5 places pour un changement de boîte qui doit normalement tenir 6 grands prix. Donc il partira 11e. Et puis Vettel 4e, derrière Mercedes, mais derrière aussi une Red Bull. Il n'était pas très content. Non, mais je pense que nous ne sommes pas aussi loin derrière qu'on en a l'air. On aurait pu signer la pole, mais pas si on ne tire pas le meilleur de nous-mêmes. Je pense que la voiture est rapide, aucun doute là-dessus. Tout avait bien débuté le matin lors de la dernière séance d'essais libres. Jeudi, on n'avait pas effectué les bons choix, mais en qualif, ceux devant nous n'ont pas réalisé des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Mais nous, on ne l'a pas fait, c'est ça le problème. Et puis on va passer aux 3 premiers et d'abord Hamilton, à nouveau malchanceux. Ouais, frappé par la malchance une fois de plus, un problème de pression d'essence. Alors juste au moment de s'élancer pour la Q3, on l'a ramené dans le stand, il est reparti sur la fin. Un très bon premier secteur, mais il perd dans le deuxième et surtout dans le troisième. C'est la première fois que je l'ai trouvé un peu résigné à l'interview. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Ce que je pense là maintenant, ce qui est fait est fait. Je vais partir depuis la 3e position sur la grille et je vais faire de mon mieux. Et puis Gaëtan, la première ligne, elle est un peu inattendue.
Oui, Rosberg en première ligne ici à Monaco pour la 5e fois de suite, mais devancé par la Red Bull de Ricciardo. Première pole Red Bull depuis Brésil 2013. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Ricciardo partira avec une autre stratégie de pneus en super tendre, alors que tous ceux autour s'élanceront en ultra tendre. Ça pourrait avoir une grosse influence au niveau stratégie. J'ai les pneus plus tendres pour le départ. Daniel, il avait les pneus plus tendres en Chine et il m'a battu sur le départ, que moi j'étais en pole. Peut-être là, je lui repaye ça cette fois-ci demain, à voir. Hein. On s'est dit qu'on allait sortir en ultra tendre et que si le chrono était assez bon, on chausserait les super tendres en fin de séance pour voir si on pouvait encore faire mieux. On va partir avec les super tendres, cela devrait nous offrir plus de possibilités stratégiques en course. J'ai réalisé un assez bon tour en super tendre et on va partir avec ces pneus ce dimanche. Pour l'instant, tout a l'air de bien se présenter pour nous et je pense que cela devrait nous offrir plus de flexibilité. Voilà, vous savez tout de la séance qualificative. Eh bien, Gaëtan, je vous propose de vous passer la main avec votre consultant ici à Monaco, Esteban Ocon. Et la main et le micro, Esteban, bonjour. Donc il va être notre consultant, pilote de réserve de l'écurie Renault, mais aussi un peu chouchouté par Toto Wolff. Et il roule en DTM, on parlera de tout ça bien sûr. Je vous propose, Esteban, de rejoindre notre cabine qui est là au-dessus. Ça va bien se passer, nos soucis. Oui, super. Merci beaucoup à la RTBF de m'inviter. Ok, avec plaisir. Allez, on y va. À tout de suite.